Merci, professeur Garouche. Je commence tout d'abord par remercier le comité d'organisation pour leur invitation pour parler aujourd'hui de l'apport des nouvelles techniques d'exploration au cours des pneumopathies interstitielles diffuses. Vous savez tous certainement que le diagnostic de pneumopathie interstitielle diffuse est complexe et pour avoir un diagnostic précoce et afin d'améliorer la prise en charge diagnostique, différentes techniques d'exploration sont mises à la disposition des pneumologues. Quelles techniques d'exploration mises en œuvre chez nos patients? En d'autres termes, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Quelles sont les techniques d'exploration qui se développent et quelles seront leurs utilités en pratique clinique et à l'avenir? En fait, pour la clarté de mon topo, mais essentiellement par faute de temps, je vais aborder que les explorations à visée diagnostique, notamment le scanner thoracique, le lavage broncho-alvéolaire, la biopsie pulmonaire chirurgicale, la cryobiopsie et un mot sur l'enquête génétique. Vous voyez sur cette plaque que la classification des PID date depuis plus que 50 ans et donc la classification qu'on a aujourd'hui n'est en fait que l'évolution de cette classification proposée en 1970 par Niblo et Carrington. Et vous voyez également que à peu près chaque décennie est marquée par la révision de ces critères, donc pour aboutir aux recommandations de 2018. En fait, dans les années 70, dans les années 80, c'est le LBA qui a permis d'explorer le poumon profond. Les années qui suivent ont vu l'avènement du scanner thoracique haute résolution et coupe fine et le progrès de la chirurgie minimalement invasive avec moins de mortalité. Et donc, tous ces progrès ont amené à ces révisions aux recommandations qu'on a actuellement. Et vous savez certainement que l'ATDM thoracique occupe une place primordiale dans le diagnostic des PID et surtout, comme vous le voyez sur cet algorithme de 2011, il occupe une place centrale et ceci en identifiant en fait des critères tomodensitométriques du IP. C'est un terme auparavant réservé au diagnostic anatomopathologique. Que disent en fait les critères de 2011? Donc, comment retenir le diagnostic de pneumopathie interstitielle de pic? En fait, vous voyez qu'on a trois colonnes pour les critères diagnostiques. On a la pic certaine, on a la pic possible et on a la pic incompatible. Et comme vous voyez, pour la pic donc certaine, donc pour retenir le diagnostic, on doit associer 4 critères. Et vous voyez également que le rayon de miel, c'est une lésion primordiale pour retenir le diagnostic. Vous voyez certainement en fait des pics typiques. Et vous êtes d'accord, je pense que ce ne sont pas ces situations qui nous occupent le plus, ce ne sont pas ces situations qui posent le plus de problèmes. Au contraire, nos discussions sont occupées essentiellement par les cas intermédiaires de pics possibles et de pics intermédiaires. Et c'est là qu'on va discuter assez souvent la biopsie pulmonaire chirurgicale. Et vous savez également qu'un nombre assez important de patients sont trop fragiles pour avoir cette biopsie pulmonaire chirurgicale. Et donc, si on se base sur ces critères de 2011, on se trouve chez un nombre assez important de patients dans une impasse diagnostique. C'est dans cette perspective qu'il y a eu les révisions de ces critères et donc voit avec les critères de 2018. Quelles sont les différences par rapport aux critères de 2011? Vous voyez clairement qu'on a actuellement 4 colonnes avec 4 catégories diagnostiques. On a l'UEP,
L'UEP probable, elle vient de remplacer l'UEP possible et une nouvelle catégorie d'UEP indéterminé. Et puis, le diagnostic alternatif vient remplacer également le diagnostic incompatible avec une UEP. Alors, par rapport à l'UEP, donc une UEP certaine, on voit qu'il suffit d'avoir le rayon de miel pour retenir le diagnostic. Et ce n'est pas écrit noir sur blanc que c'est le seul critère diagnostique, mais les recommandations en fait laissent place à cette conclusion légitime. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on n'a plus besoin d'exclure et de rechercher les autres critères alternatifs. Donc, ça ne figure plus dans cette classification. On n'a pas besoin non plus de réticulation, comme ça a été dans les recommandations de 2018. Et puis, une chose que je trouve assez importante, c'est cette distribution assez hétérogène. Et donc, même si on a du rayon de miel diffus, donc on peut retenir le diagnostic du EP et donc le caractère de distribution sous-pleurale donc est devenu souple. Qu'en est-il pour le diagnostic? Qu'est-ce qu'on entend par UEP probable? En fait, c'est même en l'absence de rayon de miel, donc on peut retenir le diagnostic du UEP probable quand on a des lésions avec de réticulation, des bronchiectasies avec une répartition prédominante en sous-pleural et en basal, même en absence de rayon de miel. Pourquoi? C'est parce que l'association de ces lésions, et si cliniquement on a un diagnostic compatible, on trouvera dans l'histologie, dans 90%, un aspect histologique du IP. Et donc, ce fait de basculer l'UEP possible vers l'UEP probable, en fait, va limiter l'indication de la biopsie pulmonaire chirurgicale. Cette biopsie ne sera discutée qu'en cas d'UEP intermédiaire ou si on a une alternative diagnostique. Vous savez aussi et donc là, vous voyez que la place de scanner thoracique ou bien son interprétation occupe une place très importante pour le choix et l'indication des investigations complémentaires pour étayer le diagnostic et pour avancer le diagnostic de pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, ce tableau, comme vous voyez, donc, montre la place des différents, plutôt l'apport de la TDM dans l'indication des différentes investigations. Et donc, ceci nous amène à parler des autres investigations. Et je vais commencer par le lavage broncho-alvéolaire. Certes, vous allez me dire que c'est un examen qui est ancien, mais qu'on continue à l'utiliser. Donc là, je ne vais pas rapporter les différents aspects du lavage au cours des pneumopathies interstitielles diffuses, mais plutôt je vais faire de façon schématique l'utilité du LBA au cours des pneumopathies interstitielles diffuses. Et donc là, certainement, vous savez que le LBA a un apport important, il est très utile pour écarter les diagnostics différentiels, notamment d'infection et d'hémoplasie. Et dans un certain nombre de pathologies interstitielles, il est égal à un apport, il a un apport important et donc un apport certain. Il permet de retenir le diagnostic d'une hémorragie alvéolaire, d'une pneumopathie lipique et donc il est pathognomonique. Par contre, dans une série de pneumopathies interstitielles, il n'a qu'une valeur d'orientation, notamment dans les PINS, dans la sarcoïdose. Alors que finalement, dans d'autres pathologies, notamment la lame et la fibroélastose pleuroparenchymateuse, il n'a pas d'apport et donc il n'est pas utile. Et donc, vous voyez que dans la plupart des pathologies interstitielles, donc les plus fréquentes et surtout les pathologies les plus fréquentes, donc le LBA n'est pas pathognomonique.
Donc, son rôle pour distinguer entre fibrose et PINS idiopathique ou PHS, et donc là, si on s'intéresse à l'histologie, vous voyez, si on s'intéresse à l'LBA de façon schématique, on voit que au cours de la fibrose pulmonaire idiopathique, on a plutôt une formule panachée, alors que dans la PINS et dans la PHS chronique, on a plutôt une lymphocytose. Ça, c'est de façon schématique, mais la réalité, la pratique est nuancée. Pourquoi elle est nuancée? Parce qu'on a une augmentation des polynucléaires neutrophiles, elle n'est pas spécifique, on peut la trouver dans d'autres pathologies. La deuxième nuance, c'est le fait qu'il y a une influence de la proximité de l'exposition en cas de PHS. Donc, si on a une PHS, une exposition récente, on peut avoir des polynucléaires qui sont élevés. Et puis, ce sont des maladies hétérogènes avec des degrés d'inflammation et de fibrose variables. Et on peut dire de plus le processus est fibrosant, plus la valeur discriminante du LBA est moindre. Qu'en est-il donc de la littérature? Et donc là, si on s'intéresse aux études qui ont fait une confrontation entre l'LBA et la lymphocytose du LBA et les données histologiques, et bien vous voyez que toutes les études donc, sont concordantes et montrent qu'il y a une lymphocytose plus importante au niveau des PINS par rapport aux fibroses pulmonaires idiopathiques. Par contre, les choses sont moins claires quand il s'agit de distinguer entre PINS fibrosante et fibrose pulmonaire idiopathique. Et vous voyez là clairement que la dernière étude est négative. C'est la même chose également pour les PHS chroniques, puisqu'on ne trouve pas de différence donc, en termes de lymphocytose dans les deux types histologiques. Là, c'était pour les études qui s'intéressaient à l'histologie. Qu'en est-il pour les études qui s'intéressent à la confrontation radiologique et l'apport du LBA? Et donc là, je vous montre cette étude incluant 122 patients qui ont tous des biopsies pulmonaires chirurgicales. Et si on s'intéresse en fait à l'aspect typique de PIC, donc atypique plutôt de PIC, on va trouver qu'il y a une lymphocytose plus importante en cas de PINS par rapport à la fibrose pulmonaire, à la PIC également, avec une différence statistiquement significative, alors que dans le cas de PIC typique, cette étude n'est pas concluante. Heureusement qu'il y a une deuxième étude. Donc, c'est une étude ayant inclus 74 patients. 74 patients. Chez patients, ils ont tous des pics radiologiques. Donc, l'aspect évoqué une pic radiologique, c'était un aspect typique. Ces patients ont eu un lavage broncho-alvéolaire, ils ont eu une biopsie pulmonaire chirurgicale. Et ben, cette étude a montré que 80% des patients ayant une fibrose pulmonaire n'avaient pas de lymphocytose. Il y avait 6 patients qui ont une lymphocytose avec un diagnostic de PIC, mais ces résultats sont nuancés. Il y avait un biais dans cette étude avec une incertitude du diagnostic final. Et donc, pour conclure, pour ces deux études, on peut dire qu'on a suffisamment, je pense, d'arguments pour indiquer un lavage broncho-alvéolaire si on a un aspect atypique à la demande de densitométrie de PIC. Et donc, si on a une lymphocytose, on doit chercher autre étiologie, autre diagnostic qu'une fibrose. Par contre, la question reste ouverte si on n'a pas, si l'aspect est typique. Que disent les recommandations de 2018? Eh bien, ces recommandations, voilà, ils disent noir sur blanc que en cas d'UIP typique, donc devant un aspect typique au scanner thoracique de PIC, donc il n'est pas suggéré de réaliser un lavage broncho-alvéolaire. Bon, c'est un faible niveau d'évidence, mais quand même, ils se sont prononcés par rapport aux recommandations de 2011.
Alors, 2 mots sur les biopsies transbronchiques. En fait, ces biopsies transbronchiques ont un rendement souvent faible et ce rendement est variable en fonction de la distribution des lésions. Et donc, par exemple, dans la sarcoïdose, ce rendement est assez acceptable. Par contre, si on a une distribution spatiale et hétérogène, donc des lésions, ce rendement est moins important, il est médiocre, disons. Comment contourner cette sensibilité, ce manque de sensibilité? C'est soit en augmentant la taille des biopsies, et ça on va le voir avec une nouvelle technique, soit en combinant les examens complémentaires. Et ceci est bien illustré dans la sarcoïdose, où en combinant les biopsies bronchiques avec les biopsies transbronchiques, on a une augmentation du rendement diagnostique de l'ordre de 30%. C'est le cas également de l'ébus. En fait, l'ajout de l'ébus après un lavage et des biopsies bronchiques permet de diagnostiquer une sarcoïdose dans 70% des cas. Après, un examen clinique minutieux, un interrogatoire minutieux, un LBA, après la réalisation du scanner thoracique, on se trouve dans un tiers des cas devant une indication d'une biopsie pulmonaire chirurgicale. Mais c'est un diagnostic qui est invasif, c'est un diagnostic avisé diagnostic et invasif. Et donc là, pour indiquer cet examen, cet examen doit être justifié en termes d'impact pronostic et thérapeutique. Qu'en est-il du rendement de cet examen? Vous voyez clairement sur cette méta-analyse qui a inclus 23 études, 18 rétrospectives et 15 prospectives, que la performance diagnostique de cet examen elle est excellente. Elle atteint 100%, elle est en moyenne de 95%, donc là, sans doute, c'est l'examen de référence. En plus du diagnostic, la biopsie pulmonaire a une incidence thérapeutique. Quand est-ce que cette chirurgie est indiquée? En fait, je pense qu'il y a des cas où la biopsie, on peut faire le diagnostic sans recours à la biopsie. C'est le cas, par exemple, des pneumopathies interstitielles idiopathiques liées au tabac. C'est le cas également de la fibroélastose, élastose pleuroparenchymateuse idiopathique. Et puis, c'est le cas également des fibroses pulmonaires avec un aspect typique à la tomodensitométrie. Par contre, cette biopsie pulmonaire chirurgicale est discutée au cas par cas. Si on a un aspect de fibrose pulmonaire idiopathique non typique ou dans la plupart également des pneumopathies interstitielles sans diagnostic de certitude. Alors, pourquoi c'est important de distinguer entre PINS et fibrose pulmonaire idiopathique? Comme vous voyez, parce que sur cette diapositive, donc ça a un impact pronostic important, mais surtout thérapeutique avec l'avènement des nouvelles drogues. Là, je ne vais pas aborder le côté technique mais de la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais juste je vais soulever le problème, le choix de la technique, VATS ou bien mini-thoracotomie. Et donc, les études, et comme vous voyez sur ce tableau, elles sont en faveur de la VATS parce que vous voyez que la durée de l'intervention et le rendement diagnostique est le même, il n'y a pas de différence. Par contre, on a moins de douleurs post-opératoires, la durée d'hospitalisation est plus courte si on indique une vidéothoracoscopie. Cette étude aussi, cette méta-analyse confirme que la mortalité est moindre en choisissant la VATS, donc avec une mortalité de l'ordre de 2,9% contre 8% en cas de mini-thoracotomie. Et donc, vous voyez que les études sont en faveur de la VATS, mais toujours, c'est le chirurgien qui va choisir la technique qui maîtrise le plus. Il paraît qu'on peut faire une biopsie pulmonaire chirurgicale, c'est des patients vigilants.
avec une tolérance moindre, un profil avec moins de complications également. Vous voyez, chez ces 30 patients, on a un seul cas de complications d'atelectasie fébrile et dans un seul cas, on a eu recours à la thoracotomie. Et donc là, certes, la biopsie pulmonaire reste un diagnostic, le gold standard, mais on la discute souvent, mais on n'arrive pas toujours à le faire, vu la fragilité des patients. Les chirurgiens sont parfois réticents. Et dans cette optique, que les pneumologues ont développé une nouvelle technique, qui est la cryobiopsie. Et donc, cette cryobiopsie, donc, on utilise une cryole qui est refroidie à son extrémité à moins 70 degrés. Ça se fait généralement au bloc opératoire avec un bronchoscope rigide. On utilise pour protéger les voies aériennes une sonde de Fogarty. Et donc là, comment on fait? En fait, on va introduire le bronchoscope souple dans le bronchoscope rigide. Donc, on va arriver à l'endroit où on va faire les prélèvements, on va pousser la cryode jusqu'à la distalité en souplera et ceci sous contrôle fluoroscopique. Une fois que notre cryode est bien positionnée, on va refroidir, le parenchyme pulmonaire va s'accoler, on va retirer donc sur la cryode et puis on va sortir et enlever les fragments. Donc, en laissant en place la sonde de Fogarty pour contrôler si jamais il y a un saignement. Voici ce que ramène cette cryobiopsie. Donc, vous voyez que les fragments sont plus importants qu'une biopsie transbronchique classique avec une taille qui varie de 0,8 à 2 cm et on a moins d'artefacts d'écrasement en cas de cryobiopsie. Alors, si on a une technique nouvelle, les gens se ruent dessus et on a plein de papiers là-dessus. Les équipes décrivent leurs expériences et c'est très difficile de les comparer entre eux. Pourquoi? Parce que ce sont des études qui sont hétérogènes. Hétérogènes parce que l'indication est différente, parce que également la technique est différente. Et pour les équipes qui sont expérimentées, ils disent que la taille du prélèvement est importante et l'expérience aussi du service est importante pour avoir des prélèvements de bonne qualité. Voici cette méta-analyse qui rapporte le rendement diagnostique de la cryobiopsie. C'est une méta-analyse comportant 23 études avec au total 2148 patients. Vous voyez que le rendement, quand même, il est bien, il est de l'ordre, il peut atteindre 95%, donc ce n'est pas mal. C'est vrai qu'il est inférieur à la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais de toutes les façons, il fait mieux qu'une cryobiopsie et ceci est bien illustré sur cette méta-analyse qui conclut un profil favorable et une rentabilité plus importante de la cryobiopsie. Les partisans de la cryobiopsie disent qu'on a moins de complications que par rapport à la biopsie pulmonaire chirurgicale, mais le pneumothorax reste la complication la plus fréquente. Et en tout voyant, en poussant la cryode en distalité, plus on a un risque de pneumothorax. On a aussi le risque d'hémorragie. Heureusement que ce sont des hémorragies grade 2 et 1, mais quand même, on a des hémorragies sévères. En termes d'exacerbation, une exacerbation a été rapportée par l'étude de Casoni sur 69 patients. Donc, cette étude également, comparant 150 patients ayant une biopsie pulmonaire chirurgicale avec 297 patients ayant une cryobiopsie, cette étude est en faveur de la cryobiopsie et montre donc une meilleure tolérance de cette technique. Alors, au stade actuel, cette technique peut être proposée aux patients chez tous les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique et pour lesquels une biopsie pulmonaire est nécessaire. Si cette technique est choisie, mais qu'elle n'apporte pas le diagnostic, une biopsie chirurgicale doit être considérée dans un deuxième temps.
En fait, il s'agit d'une technique récente et le protocole optimal de la cryobiopsie reste à définir. Donc, quelles sont les indications, les contre-indications? Est-ce qu'on va utiliser une fibroscopie souple ou un fibroscope rigide? Le type de sédation, etc. Donc là, je vous invite également à lire ce papier de la Société indienne sur les recommandations de la cryobiopsie et qui apporte également une réponse aux questions précédentes. Pour l'enquête génétique, c'est trop compliqué, il y a plein de papiers. Sincèrement, j'aime pas beaucoup la génétique et c'est un peu compliqué. Je vais juste vous rappeler les recommandations concernant l'étude génétique. Et donc, que disent les recommandations chez un patient suspecté de présenter une fibrose pulmonaire idiopathique? Il est recommandé de rechercher la présence d'autres signes en cas d'autres cas dans la famille. Et puis, il est aussi recommandé de rechercher d'arguments cliniques et biologiques en faveur d'une cause génétique telle qu'à l'âge inférieur à 5 ans, des anomalies hépatologiques ou hépatiques ou des anomalies muqueuses. Et chez les patients chez qui on identifie un contexte génétique, il faut proposer de réaliser un arbre généalogique, une analyse génétique moléculaire. Actuellement, ce qu'on fait le plus, c'est l'étude du complexe de la télomérase et des gènes codants pour le surfectant. Sinon, après, adresser le patient en consultation spécialisée génétique. Voilà ce qu'on fait actuellement, mais je pense que l'avenir, c'est l'intelligence artificielle et le mode d'entrée à l'intelligence artificielle est sans doute la radiographie de thorax. On est en train d'utiliser l'intelligence artificielle en imagerie avec les histogrammes de densité, des analyses plus compliquées qui permettent de distinguer entre le rayon de miel et le verre dépoli. On parle beaucoup des réseaux neuronaux et là il faut savoir plus que la vitesse et la capacité de ces logiciels est importante, plus on peut résoudre des problèmes plus compliqués, notamment mieux gérer les overlap syndrome. On a beaucoup de difficultés et on peut même modéliser la discussion multidisciplinaire. L'intelligence artificielle ne s'arrête pas au domaine de l'imagerie, elle concerne aussi le domaine de biologie moléculaire. Et là, je vous mets une étude récente présentée lors de l'ATS 2019 et qui ont mis le point sur un test moléculaire qui permet, avec l'intelligence artificielle, qui permet de distinguer entre FIC certaines et pneumopathie fibrosante non PIC. Voilà, donc pour conclure, je peux dire que la TDM thoracique garde toujours une place centrale dans le diagnostic des pneumopathies interstitielles diffuses et que l'apport de la cryobiopsie reste à évaluer et les équipes entraînées sont assez favorables. La cryobiopsie peut être une alternative à la biopsie pulmonaire chirurgicale dans les équipes expérimentées. Ça ne figure pas dans l'algorithme de la fibrose pulmonaire, mais pour les études, pour les équipes qui font, ils continuent à la faire, mais ceux qui ne sont pas expérimentés, il ne faut pas la faire jusqu'à la standardisation de cette technique. Les techniques moléculaires sont amenées à se développer avec le séquençage haut débit et il va falloir apprendre à raisonner avec ça. Je vous remercie.